Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ces sessions de webinaire organisées par Respect Océan. D'autant plus ravi que je porte les couleurs depuis peu de l'association. Quand j'ai rencontré Aurélie puis Rafaela, j'ai été assez séduit par le message porté, et puis effectivement, je connaissais Rafaela par ses exploits sportifs à l'époque, bien sûr. J'ai été assez impressionné par tout ce qu'elle a accompli, toutes ses traversées en planche. Et puis, quand on s'est rencontrés, j'ai découvert effectivement une personnalité assez technique. Voilà, et dans ce monde de l'économie circulaire dans lequel je suis entré depuis 4 ans, il y a tout type, on va dire, de personnalité. Et là, j'ai été assez séduit par effectivement le sérieux avec lequel Rafaela porte ce sujet et le sérieux avec lequel Aurélie anime l'association. Donc c'est un plaisir pour moi de vous raconter un petit peu l'histoire de Use It Again. Donc, Use It Again, c'est un projet effectivement né il y a 4 ans. Euh, voilà, une envie de faire progresser cette économie circulaire, on va y revenir, et la protection des ressources, et notamment celle, la protection de l'océan, car comme tout le monde le sait, les dernières études en date, pas plus tard que la semaine dernière, prouvent que l'océan a une part de plus en plus importante dans la production d'oxygène et la captation de CO2 sur Terre. Donc rapidement, je vais vous raconter mon parcours, d'où je viens. Donc moi, je suis d'origine bretonne, mais j'ai grandi à Paris. Mon premier contact avec la nature, plutôt pas la nature, mais mon premier moment où j'ai pris conscience de la protection de l'environnement lié au business a été lors d'un stage longue durée en fin d'école de commerce chez Patagonia Europe à Paris. J'ai eu la chance de rencontrer Yvon Chouinard et sa femme Melinda, également un couple qui travaille ensemble, et Yvon Chouinard avait décidé, donc le mythique fondateur de la marque Patagonia, avait décidé un jour de créer cette marque, car si lui ne le faisait pas, d'autres allaient le faire et de mauvaise façon. Donc vous connaissez pour beaucoup, j'imagine, cette marque-là. Ça a été une des premières qui a fabriqué des polaires en base de bouteilles de plastique recyclées, etc. Donc ça a été une expérience importante pour moi. Puis après, je suis allé prendre le large. Euh, Avant le Tour de Belle-Île que vous découvrez là, j'ai couru donc dans les années 2000 sur la solitaire du Figaro en faisant 2 championnats de France de course au large en solitaire en 2000-2001. J'ai été équipier de gens connus comme Loïc Perron, comme Bourgnon, comme Hélène MacArthur notamment. On va y revenir. Donc voilà, ça a été mon premier contact avec la compétition à haut niveau. Puis, après avoir travaillé sur la Coupe de l'Amérique en 2002-2003, nous avons créé avec Aurélie, ma femme, l'agence de marketing sportif EOL, spécialisée dans la voile, et avec notamment comme création en événementiel le Tour de Belle-Île, qui est un grand rendez-vous annuel que j'espère vous avez entendu parler. Et donc, on a créé cet événement en 2008. Donc, cette année, il n'a pas lieu et on donne rendez-vous chaque année aux participants, à tout le monde, sur une grande ligne de départ, comme vous pouvez le voir sur la baie de Quiberon, pour faire ce super parcours côtier et qui emmène les participants derrière Belle-Île. Donc, un parcours ouvert à tous les bateaux de plus de 6 mètres. On vous encourage à venir, bien évidemment. Voilà, à côté de l'agence EOL, il y a diverses activités. Il y a une société de gestion de construction de bateaux de luxe, Spray Yachting Management. Il y a donc la création d'un yacht club, le Yacht Club de la Trinité. Pas mal d'actions entrepreneuriales. Et toujours avec le souci de lier l'environnement, notamment sur le Tour de Belle-Île, où on utilise de plus en plus, on a même appelé la dernière un événement de voile circulaire, et ça fait plusieurs années qu'on incite les participants à, à faire de plus en plus attention, bien évidemment, à leur impact. Et nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on a mis en place un événementiel assez poussé dans le réemploi d'un maximum de matériel pour limiter notre impact. Donc ça a été un moment important. Puis après est arrivé dans notre parcours professionnel l'envie de bouger, l'envie de partir vers la Chine. La Chine, pays vers lequel dont on parle beaucoup, bien évidemment en ce moment, pays vers lequel j'allais pas mal depuis 2005.
Je suis allé beaucoup pour des missions de conseil et nous avons franchi le pas voilà, pour aller chercher, pour voir si notre expertise au niveau sportif pouvait être intéressante et franchir vraiment le pas. Donc, il fallait s'y installer pour être euh, reconnu là-bas. Donc on est parti avec une petite mission d'un client et là-bas nous avons avancé un petit peu. Et en Chine, voilà ce qu'on a découvert. Donc nos deux garçons, Titon et Cola, qui ont bien grandi depuis, c'était en 2015. Et voilà, la Chine au quotidien, c'est ça, pas tous les jours. Mais d'ailleurs, on risque d'y venir avec ce qui se passe en ce moment. La Chine au quotidien, c'est regarder, c'est se réveiller le matin en ouvrant son app de pollution, regarder le niveau de pollution à 7 heures du matin pour voir comment va évoluer la journée. Et souvent, quand la pollution est trop importante, bah, les activités, on porte le masque, les activités sportives sont annulées, les activités des enfants à l'école sont annulées, etc. Donc, on a eu un gros sursaut, bien évidemment. Et je vous parle de la Chine parce que bon, c'est évidemment un pays où on a à la fois adoré cette expérience professionnelle humaine, rencontrer vraiment une population d'expatriés notamment vraiment très sympathique, très soudée. Et c'est là-bas que j'ai rencontré l'ancien propriétaire du trimaran, c'est trimaran qui s'appelle désormais Use It Again, qui était l'ancien bateau d'Hélène MacArthur avec lequel elle avait battu le record autour du monde en solitaire en 2005. Donc, ce bateau a été mis à l'eau en 2003, c'est le record battu en 2005, et bateau construit en Australie, un très bon bateau. Et ce bateau, depuis pas mal d'années, depuis 6-7 ans, était abandonné sur un quai à Brest, dans un état assez lamentable. Et donc voilà, donc ce bateau, c'est celui-là que vous voyez, il fait 23 mètres de long par 16 mètres de large. On a décidé, donc après cette visite du bateau, euh, on a décidé d'investir dans un projet en se disant ce bateau, on ne peut pas laisser 8 tonnes de carbone sur un quai à Brest qui vont pourrir et qui un jour vont finir débités et à l'enfouissement. Ce bateau doit naviguer. Donc ça a été vraiment le projet. Et effectivement, c'est un petit ultime. C'est pour ceux qui connaissent, effectivement, ces trimarans ultimes sont les plus grands trimarans de course, dont les Massifs, Sodebo, IDEC, etc. Et c'est un petit ultime qui ne fait que 23 mètres, mais quand même un gros bateau, je ne vous cache pas. Et donc, il a fallu trouver un projet, quoi. On a raconté une histoire. Et en fait, nous, notre histoire, c'est vraiment, le message, c'était le réemploi. Très clairement, le réemploi. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent l'économie circulaire, c'est effectivement le deuxième R. On parle de le premier R, la réduction de la consommation, réduction de l'utilisation des ressources, puis le réemploi nécessaire pour allonger la durée de vie d'utilisation des produits avant de penser recyclage. Donc voilà, on est en plein dans le réemploi et ce réemploi doit être fait de manière intelligente et intéressante pour porter un message assez fort. Et donc on a mis en place bon, tout ce projet, bien sûr, c'est un investissement très lourd, comme vous pouvez imaginer, et on a réfléchi à tout ce qu'on pouvait réutiliser comme matériel pour remettre à l'eau ce bateau et le faire courir au plus haut niveau. Ces bateaux-là, il faut savoir qu'effectivement, si on ne travaille pas dessus quotidiennement ou presque, voilà, il se détériore, bien sûr, c'est du matériel de haute technologie, et donc il faut un entretien constant. Donc voilà ce bateau, là il est sur une grue, port de commerce à Brest, avant d'être convoyé vers l'Orient, et le voici désormais au chantier, rentré au chantier à Hennebont. Et là, il a fallu tout revoir. Alors, il y a des parties du bateau qu'on a effectivement dû changer pour des raisons de sécurité, puisque un bateau de course comme ça, vous imaginez la puissance, la force qui est imposée, qui est exercée, et donc il faut être très vigilant. Donc on a pu réutiliser et retravailler des pièces. Alors je pense au moteur qui a été déposé, on l'a démonté, on l'a remis à bord, on a évité de le changer, hein. C'était vraiment la question qu'on s'était posée. C'est combien coûte un nouveau moteur versus réparer ce qui peut l'être. Et donc il y a eu beaucoup de travail, un élément assez important, bien évidemment en sécurité et obligatoire, hein, mais c'était un élément important dans notre travail. Il était quasiment à peu de choses près
On aurait pu en acheter un neuf, mais on avait le souci effectivement de réutiliser et de ne pas acheter neuf. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Donc beaucoup de pièces en interne ont été désossées, remis à plat. Je pense à l'inverseur qui a été totalement démonté, puis remonté à l'intérieur du moteur, etc., etc. Et cetera. Et donc, on a maximisé toutes nos ressources que nous avions avec le bateau. Donc là, on voit, il y a une nouvelle peinture. Alors ça, la peinture, c'est un élément. Aujourd'hui, on ne fait pas de peinture recyclée. On ne pouvait pas la récupérer. Elle datait de l'époque. Donc déjà bien ancienne, elle avait fait son temps, mais ça, on n'avait pas le choix. On voit les nouveaux filets là, de trampoline. Donc ça, c'est des filets en polypropylène qui sont totalement, ils sont neufs, ils sont totalement recyclables. On a recyclé une partie de nos filets. On en a encore d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, pour faire un trampoline pour les enfants, par exemple, dans le cadre du réemploi, eh bien, vous pouvez nous contacter. On a encore quelques filets. Euh, c'est un très bon trampoline, mes enfants adorent d'ailleurs. Donc on garde aussi dans le container un maximum de choses, de matériel qui pourra être réutilisé à l'avenir. Là, voilà, on est en voilerie sur le Purpose de la Trinité-sur-Mer. Et ça, c'est une voile qui est désormais un code zéro. Le code zéro, c'est comme on va dire que c'est un petit spi de temps léger, donc comme un très grand génois, très léger. Et il a été fait, excusez-moi, dans une ancienne voile de Francis Joyon. Donc c'est assez amusant. C'est un ancien bateau, un vieux bateau de Francis qui a quasiment 30 ans. Il n'utilisait plus cette voile et en fait, on s'est aperçu par rapport aux dimensions de la voile, au tissu, à la légèreté du tissu, on va dire, voilà, au grammage, eh bien, on pouvait réutiliser cette voile, mais par contre, il a fallu bien sûr la couper, la retailler pour l'adapter au bateau. Donc, le réemploi, c'est évidemment très intéressant, mais ça demande beaucoup de matière grise hein, en amont, c'est ça. Et on revient à ces notions en amont de design thinking, effectivement réfléchir au design d'un produit avant la mise en place sur le marché. Ça, c'est des éléments très importants dans l'économie circulaire. Et là, on est en phase effectivement de réutilisation d'une voile qui n'était plus utilisée. Et là, c'est aujourd'hui une très belle voile de petit temps qui me fait bien avancer sur le bateau. On la voit, voilà mon joli bateau sous voile. Et on voit cette voile, donc ce code zéro dans le tout petit temps. Là, cette photo a été prise dans la pétole méditerranéenne l'année dernière. Et donc, c'est un élément assez important. On voit d'ailleurs, si vous regardez, il y a des bandes là, bleues qui ne sont pas tout à fait alignées, notamment vers le bas. Et ça montre que la triangulation a évolué, triangulation de la voile. Voilà, donc ça c'était pendant le Tour de Belle-Île l'année dernière. C'était pour effectivement un autre exemple. Les voiles d'avant m'ont été données par un autre team euh, professionnel. Ce sont deux voiles qui viennent d'un trimaran, celle-ci, et que j'ai réutilisées. Ces deux voiles, à l'époque c'était Rimail, mon sponsor avant la route du Rhum. Et ces deux voiles bleu marine, donc là on n'en voit qu'une, hein, elles sont lissées l'une après l'autre, sont issues d'un autre team. Et là sur une voile, j'ai fait des petites retouches et sur l'autre, rien du tout. Donc ça a été un bien précieux et j'en suis quasiment arrivé à bout là, après deux traversées de l'Atlantique, un aller-retour en Méditerranée. C'est assez long hein, d'aller en Méditerranée, pour info, c'est 1500 milles nautiques. Donc voilà. Et là on arrive, donc je reviens après le chantier, on arrive à la préparation de la route du Rhum. Donc là on est à Saint-Malo. Saint-Malo avec les meilleurs skippers, on va dire, en tout cas sur les plus gros bateaux. Donc c'est une énorme fierté. Donc après tout ce travail, donc qui a duré donc de 2016 à voilà printemps 2018, on a mis à l'eau le bateau en août 2018. J'ai trouvé donc ce sponsor Remake dont je parlais à l'instant et j'ai pu m'aligner sur la route du Rhum. Donc là, c'est une photo souvenir, comme vous pouvez l'imaginer, assez mythique pour moi, puisque je suis loin de tous ces individus au palmarès long comme un jour sans pain. Donc Loïc Perron, qui faisait la dernière route du Rhum, mais sur son petit trimaran Happy, qui était détenteur du trophée. Et nous, derrière, les 6 marins qui potentiellement voilà, joué voilà, la victoire de la coupe. Alors, j'ai été très gentiment accueilli sur cette photo souvenir, mais j'imaginais pas arriver quatrième comme je l'ai fait, mais on va en reparler. Donc ça, c'est une photo sympathique
à Saint-Malo, au passage des Écluses, avec la secrétaire d'État Brune Poirson. Donc, le ministère de la Transition écologique et solidaire a soutenu mon engagement. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de mêler aussi la partie un petit peu politique, technique, hein, dans le bon sens du terme. Il y a loin de moi de faire de la politique, mais je trouvais ça important aussi que les politiques se rendent compte que l'économie circulaire, elle est valable pour tout le monde. Et c'est vraiment le message que je porte. Nous, en tant que sportifs, on a notre responsabilité, comme tout à chacun, comme toute entreprise. On pense voilà, aux gros industriels, etc. Mais ce sujet de l'environnement, la préservation de l'environnement est un sujet qui doit être porté par tous et intégré par tous au quotidien. Donc ils ont gentiment soutenu mon action en relayant voilà, ma participation à la route du Rhum et le projet You Visit Again. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu les, les dimensions du bateau. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la voile, bah, faut savoir que manier un bateau de cette taille-là tout seul. En plus, c'est un vieux bateau, donc c'est un bateau qui est lourd, comme on dit. Les mécanismes, les engrenages, tout ça sont difficiles à manœuvrer. Donc il faut être en extrêmement bonne forme physique pour manier un tel bateau. Et donc voilà, j'étais au départ de cette route du Rhum, tout seul, toujours mon gilet, très élément essentiel. Raphaël en parlait sur sa planche. Il faut savoir que sur nos bateaux, comme sur tout bateau d'ailleurs, hein, ou presque, on n'a pas le droit de tomber à l'eau. Je pars de ce principe-là, et donc dès que je suis dehors, je mets mon gilet. J'avais promis à ma femme et mes enfants. Mais non, mais au-delà de ça, c'est clairement l'élément indispensable, puisque même s'il est autogonflable, même si j'ai des balises dedans, c'est tellement compliqué de mettre, de venir d'être récupéré qu'il faut absolument l'éviter. Voilà. Donc je suis également attaché quand je passe du cockpit, là où vous me voyez, jusqu'à l'avant. Quand je me balade sur le pont, là, sur la coque centrale, j'ai une longe de vie une ligne de vie avec une longe qui m'a rattaché au bateau, parce que les conditions ne sont pas toujours calmes comme vous pouvez le voir maintenant, surtout lors de la dernière route du Rhum. Donc voilà, au départ, donc on est directement parti de Saint-Malo, donc en novembre dernier, le 4 novembre, pas dernier, pardon, mais 2018. J'ai l'impression que c'était hier. On était directement avec d'entrée de jeu avec nos combinaisons de survie, puisqu'on a eu des conditions démentielles. On savait qu'on allait se faire broyer, comme on va dire, comme on dit un peu dans le milieu. Donc ça a été quelque chose, une course très engageante. Raphaël a beaucoup parlé du mental la semaine dernière. J'ai écouté ça avec attention avec son préparateur de l'époque, préparateur mental de l'époque, et ça m'a rappelé effectivement ma préparation également, faite beaucoup à base de sophrologie. On parle beaucoup de tout ça, du mental, en ce moment avec ce confinement. Voilà, donc on pourra revenir sur le sujet si vous voulez dans les questions. Mais nous, effectivement, c'est un confinement voulu. Et je pense que la grande différence par rapport à nous tous aujourd'hui dans nos appartements, nos maisons, bah, c'est qu'on est passif par rapport à la situation extérieure. Et que là, moi, je vivais un confinement actif et j'avais un objectif très précis pour lequel je m'étais préparé depuis très longtemps. Donc, euh, donc voilà une photo au départ avec Banque Populaire derrière, avant qu'il ne se scratche 24 heures plus tard et se retourne dans la furie du golfe de Gascogne. Euh, et effectivement, bah, ça n'a pas duré longtemps, hein, cette image, je ne vous cache pas. Donc lui, il a dû débouler à 35 nœuds, quand moi je devais être à 20 nœuds maximum. Et encore, j'avais pris un départ très soft pour ménager ma monture et les manœuvres suivantes à venir. Mais je peux vous dire que les cinq autres bateaux, cinq autres concurrents dans ma catégorie, avaient le couteau entre les dents et d'ailleurs ont cassé pour beaucoup très rapidement, malheureusement. Voilà mon fier navire, l'ancien bateau d'Hélène vu du haut. Une photo que j'aime beaucoup, pas prise pendant la route du Rhum. J'avais pas encore de drone à bord. Et là, c'est l'intérieur, c'est pour vous montrer. Alors, c'est une des rares photos que j'ai pris quand les conditions sont mauvaises, pour montrer un petit peu l'habitacle. Voilà, on vit dans pas grand-chose. C'est pas tellement plus grand que la planche à voile de Rafaela, finalement. En tout cas, au niveau volume d'habitabilité.
Donc j'ai une couchette en bas à gauche de la photo, l'écran de table à cartes devant moi, mes instruments, mon répétiteur comme on voit. Là alors, je suis pas très, je suis qu'à 18 nœuds là sur cette photo. Et mais dans des conditions au début de course assez dantesques. Comme je disais, on s'est pris 5 ou 6 dépressions de suite sur ces golfs de Gascogne jusqu'aux Açores, Madère à peu près. Voilà ce que ça donne. Bon, faut savoir que les photos, effectivement, quand on est en mer et qu'il fait mauvais, on n'a pas du tout envie de prendre des photos. On pense vraiment à autre chose. Donc là, c'est une dernière photo avec la mer formée derrière, mais c'est vrai que ça écrase pas mal. Et ça donne un petit peu la taille des trucs. Alors ça, c'est photo que j'aurais aimé jamais vous montrer. Après, après 8 jours, à peu près 8 jours, ouais, 7 jours et demi, j'ai cassé un haut-banc. J'ai failli démater. Et ça, c'est la pièce que vous voyez là à droite, en bas à droite, en carbone pur. Bah, elle a explosé. C'est ce qu'on appelle la cadène de haubans. Le hauban, il y a deux haubans. Il y en a celui à gauche sous mon bras là, c'est le bas hauban qui tient encore le mât, sinon j'aurais dématé. Et le galopant, qui n'est plus là donc, était voilà, qui tient le mât en tête de mât, à casser. Je l'ai pas entendu tout de suite. J'allais assez vite à ce moment-là. Je l'ai pas entendu tout de suite et j'aurais pu clairement démater. Quand je m'en suis rendu compte, c'était effectivement, il faisait noir la nuit. Je voyais ce câble, donc ce banc qui se baladait sous le vent, qui se baladait pas sous le vent d'ailleurs, au vent. Et j'ai tout de suite abattu, ralenti le bateau. Et rétrospectivement, je me suis fait une grosse peur. Donc là, c'est le début de réparation imaginée avec mon équipe. Donc, vous voyez un peu la taille des pièces. La pièce qui est partie, en fait, qui est attachée, donc avec la cadène que vous voyez, que vous avez vu précédemment. Euh, donc voilà, c'est pour lui donner un petit peu l'ampleur de, les dimensions du bateau. Donc, me voici en train de réparer. Donc voilà, on est à nouveau dans le réemploi obligatoirement. C'est une manie qui n'était pas destinée à ça, mais il a fallu la meuler pour l'adapter euh, à ce qui restait de la cadène. Donc, c'est beaucoup d'autonomie. Et ça, c'est un élément essentiel. Effectivement, savoir se débrouiller à bord du bateau, être autonome, savoir réparer, donc avoir des outils, de l'outillage, réfléchir. Donc, j'ai réfléchi avec mon équipe technique. Et là, pour le coup, il y avait vraiment plus que l'équipe technique, même l'architecte qui était engagé, on va dire, dans cette réparation, a donné, après un calcul avec l'ingénieur structure, ils ont donné la prérogative en disant quel type de réparation je pouvais faire et si j'avais le droit, ce qui me donnait le droit de continuer la course, en fait, c'était vraiment ça. Donc j'ai réparé ce haut-banc, tant bien que mal, mais j'avais plus le droit de réhisser ma grand voile au-delà de 2 ris. Donc ça veut dire que j'étais très très pénalisé. Donc à ce moment-là, je me retrouve vers Madère. J'étais vers Madère et donc il me reste quand même, si vous visualisez où est Madère quand vous avez une traversée de l'Atlantique à faire, c'était encore assez loin des Antilles. Mais en tout cas, j'ai pu réparer et continuer ma route. Donc profiter d'instants comme celui-ci. Vous voyez, donc là, c'est une vue effectivement derrière la colonne de winch où on voit mon habitacle à l'intérieur. Donc j'ai mes instruments et tout à portée de vue pour ma météo, pour la navigation, etc. Et, euh, et toutes mes manœuvres sont regroupées dans un petit cockpit finalement très centralisé. Alors ça, c'est un élément, c'est une photo qui m'a valu, en tout cas, une situation qui m'a valu une perte d'énergie absolument monstrueuse. Ça a été quasiment 4 heures de bataille avec ce Génaker. Donc ça, c'est ce Génaker. C'est un ancien, c'est la plus grande voile du bateau, plusieurs centaines de mètres carrés, et elle appartenait à Hélène MacArthur, donc à l'époque donc encore son sponsor de l'époque, BNQ. Et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Cette voile était encore en état, mais elle a commencé à se déliter. On voit donc les fragments, les couches voilà, se délitent au fur et à mesure. Et donc les fibres s'en vont. Et là, ça a été dramatique parce qu'une fois que ça commence à partir, vous voyez, c'est comme une cigarette dans une toile de spi ou autre, ça part très très vite. Et là, faut réagir. Donc, je pensais, il y avait un petit trou au début, une petite accroche, et puis après, c'est parti comme ça. Donc, ce qui a été très compliqué, c'est que j'ai pas pu l'enrouler comme j'aurais dû le faire hein, sur une voile qui s'enroule.
Mais donc j'ai dû affaler ces presque 400 mètres carrés de voile sur le trampoline, pas sur le trampoline du bateau, gérer ça et ça a été absolument dramatique, un long combat qui s'est fini de nuit, puisque vous voyez c'est le soleil couchant là-bas. Et c'était pour voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement cette voile qui avait 20 ans hein, ou presque, bon j'exagère un petit peu, mais une bonne quinzaine d'années, eh bien pouvait encore servir. Elle n'a pas pu faire la transat jusqu'au bout malheureusement, mais elle pouvait encore servir et j'ai euh, euh, j'ai essayé de la faire traverser une dernière fois, mais sans réussir. Et aujourd'hui, je l'ai encore. Un jour, je ferai peut-être quelques sacs dans ce qui reste du tissu. Mais en tout cas, voilà, c'était mon envie profonde d'aller au bout de l'utilisation. Donc là, on peut pas faire mieux. Maintenant, il reste une grande bâche. On en fera, comme je disais, peut-être des sacs ou peut-être une partie en bâche pour de protection. Mais en tout cas, éviter au maximum de l'envoyer à l'enfouissement comme ça se fait pour la fin de vie des voiles, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est une petite photo en approche de la Guadeloupe. On doit être 4 jours à peu près avant, non moins, puisque je parle de 1000 milles, ouais, de la Guadeloupe. Donc, on est plus ou moins vers le 15, vers le 15 novembre 2018. Il reste 1000 milles et voilà, on compte un peu les milles sur la fin. Euh, parce que notamment parce que je ne pouvais pas attaquer comme je disais puisque j'étais limité toujours par ma case de haubans et ça a été quelque chose effectivement d'assez un moment assez éprouvant, un peu usant psychologiquement, même si j'ai profité de tous les instants, des poissons volants, des calamars qui se prenaient dans le trampoline de mon bateau que je retrouvais au petit matin, de la nature, pas de beaucoup de cétacés rencontrés un petit peu, et malheureusement ma rencontre avec un ovni 4 jours avant, voilà, c'était 4 jours avant la fin de mémoire, 4 jours avant la fin, voilà, c'est ce safran qui a été cassé. Alors, safran de flotteur. Donc là, on est de nuit. Évidemment, ce genre de choses, ça arrive de nuit. J'allais plutôt assez vite. Euh, et alors, pareil, il y a eu un gros boom. On se demande ce que c'est. J'étais à l'intérieur, donc je suis sorti immédiatement avec un projecteur. J'ai regardé, j'ai levé la tête pour voir si c'était pas le mât. Hein, déjà, ça connaît le mât. Et j'ai regardé partout et j'ai découvert effectivement, regardé mes flotteurs et j'ai découvert ce safran arraché en partie, safran de flotteur. Donc, bah, ça aurait pu être le flotteur entier. Puis j'ai eu de la chance que l'OFNI, comme on dit, l'objet flottant non identifié, rencontré, euh, bah, je l'ai tapé quand le flotteur était un peu haut, n'était pas complètement dans l'eau. C'était le flotteur au vent. Mais vous savez, au portant, sur ces bateaux-là, le flotteur au vent va et vient, monte et descend. Et donc, bah, quelques secondes avant ou quelques secondes après, plus tard, j'aurais explosé un flotteur et voilà, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, puisque dans ces cas-là, comme c'est un trimaran, si vous tapez très fort, le flotteur se désolidarise du bateau en partie, les haubans peuvent être cassés, le mât tombe, etc., etc. C'est vite l'escalade. C'est le côté un peu château de cartes. Donc voilà, donc à l'approche de la Guadeloupe, 4 jours, 3-4 jours avant, l'aventure n'était pas terminée et ce flotteur a été arraché à moitié. Euh, donc pour effectivement mentionner que bah, l'océan n'est pas peuplé que de beaux cétacés de vie aquatique. Il y a également l'activité humaine et ça c'est certainement une grosse bille de bois, peut-être pas un conteneur quand même, mais une caisse, une bille de bois, quelque chose comme ça, mais quelque chose d'assez fort. Mais j'imagine pas un conteneur quand même parce que je l'aurais vu. J'imagine, même si après ça va très vite le temps de sortir et de regarder. Voilà, donc là on est en approche de la Guadeloupe, c'est un moment assez émouvant puisqu'on arrive par le nord-est de la Guadeloupe, on a traversé cet océan. Je suis en phase avec mon bateau. Voilà, j'ai vraiment vécu quelque chose d'absolument exceptionnel et je commence à vraiment le connaître par cœur. Et je phase avec les éléments et puis je suis en passe effectivement de boucler ma traversée.
voilà, de réussir mon pari, d'emmener ce bateau de l'autre côté en promouvant ce message de l'économie circulaire. Mais là, on n'est que dans le nord de la Guadeloupe et s'en est suivi un tour de la Guadeloupe qui est assez difficile. Donc là, je suis en approche et là, cette photo elle est assez amusante parce qu'elle m'a été envoyée par des plaisanciers que j'ai rencontrés voilà, pendant ce tour de la Guadeloupe. C'était une image magnifique qu'ils m'ont envoyée par la suite et donc je les remercie. C'était assez sympa. Et retour à la civilisation. Premier contact avec les hommes depuis le départ. Ben voilà, un grand moment, beaucoup d'émotions. Je retrouve ma femme et mes enfants sur la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est le pari. Le projet est rempli, on va dire. J'ai fait ce pari de la route du Rhum. Ça a fonctionné malgré toutes mes avaries. Il y a eu un tiers de la flotte qui a dû abandonner. Il y a deux bateaux, un bateau qui est dans notre classe qui a chaviré, un autre totalement détruit, un qui a failli pas repartir après un arrêt, la Corogne. Moi, je finis, donc à un moment, j'étais troisième de ma classe ultime, il m'est repassé devant. C'était simplement ce débo de Tomacoville. Et, euh, et donc voilà, je suis arrivé quatrième de cette route du Rhum avec un bateau entier ou presque à Saint-Malo. Et ça a été une course assez épique, donc énormément d'émotions après ce projet, après le début de ce projet initié donc en Chine en début 2016. Donc il y a plus de 2 ans et demi après, il s'en est passé des choses, et notamment la difficulté de mener à bien un tel projet, c'est aussi la finance, hein, on n'en parle pas beaucoup. Je sais que ouais, Raphaël, on a parlé un petit peu l'autre jour. Bah, on aimerait tous être sur l'eau, évidemment, mais on passe beaucoup de temps dans nos bureaux, contacter des entreprises, les convaincre de nous accompagner. Et c'est pour ça que j'ai pu mettre mon bateau à l'eau que très tardivement, fin août 2018, pour un départ le 4 novembre. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc j'ai pris en main mon bateau très rapidement. J'étais assez à l'aise dessus. J'ai fait ma qualification, etc. Tout est allé très très vite, comme une impression de vivre 1000 vies. J'en parle en ce moment là. Si vous allez sur notre compte Instagram, je fais une petite rétrospective sur le compte Olympia You Visit Again. Et je parlais de ça justement, là, de cette impression d'avoir vécu 1000 vies en quelques mois et d'avoir vécu ce projet avec les partenaires. Ce qui est très important en fait, euh, c'est vraiment le côté performance, en fait, l'aspect performance. Ça, on peut y revenir. Et c'est quelque chose que je porte beaucoup. Euh, L'aspect, allez, on va rester sur cette photo un petit peu, j'aime beaucoup. Mais c'est la performance en fait des projets aujourd'hui. Euh, on la mesure, moi je la mesure plus comme effectivement le fait d'arriver premier. Alors évidemment, on est sur une course, certes, et on est là pour la compétition, mais il y a autre chose. Et je pense que le parallèle qu'on peut faire avec l'entreprise aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise, c'est pas uniquement la rentabilité. Et donc ce projet, en fait, il amène beaucoup de questionnements et de réflexions. Et Use It Again, en fait, au-delà de l'aspect sportif, bien sûr, à travers cette épopée qui se poursuit, hein, bien sûr, ce projet, c'est un projet d'entrepreneur. Et c'est un projet qui doit parler aux chefs d'entreprise pour justement les faire entrer, les pousser à entrer dans cette économie circulaire. C'est vraiment notre objectif premier. Je dis souvent que Use It Again, c'est un projet qui incite à la transition énergétique. Parce que voilà, c'est un projet entrepreneur, je vais l'expliquer. On a mis beaucoup d'efforts pour trouver des solutions et tous les jours on se pose des questions euh, pour qu'est-ce qu'on peut améliorer parce qu'on doit entretenir ce bateau, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'acheter neuf, trouver des matériels existants, transformer, etc. Et c'est cette idée que je veux lancer, que je veux partager avec les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et tout le monde finalement. C'est qu'on doit aller vraiment dans l'optimisation de l'utilisation de la ressource. Ça, c'est essentiel. Et pour revenir à la performance, c'est comme la performance d'une entreprise qui, effectivement, il y a peu, c'était encore voilà, le montant de dividendes reversé aux actionnaires. Et ça, c'est le drame de notre société, de notre économie linéaire, ce sacré dividende qui nous mène tous par le bout du nez. Euh,
Et aujourd'hui, effectivement, la performance d'une entreprise, voilà, la politique RSE est de plus en plus importante, etc. Il y a de plus en plus de critères RSE, comme on dit, mais ça doit aller beaucoup plus loin. Et moi, mon projet, c'était ça. C'était effectivement faire le mieux que je puisse en course. Il y a un moment, comme je disais, j'étais troisième virtuellement, mais c'était d'abord arriver. Donc c'est viser à long terme, c'est viser c'est pas être court-termiste, c'est arriver au bout du projet d'une part, et surtout la performance de partager le projet, partager avec les centaines de collaborateurs de mon partenaire principal, Mail, mais aussi tous les autres qui me suivent. Voilà, vous j'espère dans le futur chez Respect Océan. Voilà, les fans et voilà et les partenaires, c'est important. Je suis allé pas mal chez eux, parler un petit peu avant la course, après la course, et on fait vivre, on sait qu'on fait vivre des aventures assez fortes. C'est tout le sujet effectivement de com interne. On fait vivre des aventures très fortes et mon aventure, elle a un message derrière, effectivement. C'est pas uniquement un petit bonhomme sur un gros bateau au milieu de l'Atlantique, mais c'est effectivement cette notion de bateau réemployé. Qu'est-ce que serait devenu ce bateau si j'avais pas été là? Si on n'avait pas été là, est-ce qu'il renaviguerait aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il n'aurait pas fini à l'enfouissement? Il y a de fortes chances que oui, puisque ce bateau, on peut dire qu'il est dépassé, mais il est quand même allé de l'autre côté. Et donc voilà, c'est une performance à chaque fois qui, qui est, qui est au-delà de la performance sportive, c'est une performance sociétale quasiment, qui est humaine, qui est environnementale, je dirais. Euh, et c'est là où je me démarque des autres projets et je dis qu'effectivement aujourd'hui on doit faire notre part, on doit vivre le sport différemment, on doit vivre dans notre société différemment. Et je milite, voilà, clairement, je donne pas de leçons, loin de là, surtout pas. Mais je porte ce message pour qu'effectivement, il y ait un nouveau paradigme. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, en ce moment, en plus, dans ce confinement, on entend beaucoup, on en parle beaucoup du monde d'après, etc. Mais je pense que j'espère participer à mon humble mesure, mais j'espère participer à ça. C'est un monde différent. Effectivement, on n'ouvrira pas le journal de l'équipe en disant qui est-ce qui a gagné la course, pas uniquement, mais qu'il y aura de belles histoires racontées. Je pense que c'est un peu la beauté de notre sport et de la voile, c'est qu'il y a autant d'histoires que de marins, mais quand en plus on peut être, on est droit dans ses bottes, je dirais, dans des projets effectivement menés voilà, avec un respect fort des ressources et avec une vision d'avenir. Je pense que c'est quelque chose d'assez important, en tout cas j'espère. Et donc je suis assez à l'aise avec cette notion-là que du coup je transmets. Donc je fais pas mal. Il y a un volet pédagogique, voilà, de sensibilisation assez fort chez Visit Again, où je rencontre des enfants, là, ils sont pas bien vieux, là, dans une école primaire. J'ai rencontré des enfants encore plus jeunes. C'était assez rigolo. Les plus petits devaient avoir 4-5 ans. C'est assez amusant. Là, c'était à Paris d'ailleurs, donc loin de notre environnement. Et puis, je participe aussi à des conférences. J'étais à Change Now, pour ceux qui ont entendu parler, au Grand Palais fin janvier à Paris. Voilà un autre événement organisé par l'ambassade de France à Londres l'année dernière. Du coup, j'en ai profité pour rencontrer les lycéens donc, du lycée français de Londres et autres. Et j'aime bien partager mon expérience et effectivement pousser à chaque fois. Donc avec mes partenaires, j'ai des partenaires notamment qui sont sensibles à ces sujets, voilà, notamment dans la finance, Daphne, qui est un fonds qui m'a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui justement pousse sur ces sujets-là et sur ces sujets d'investissement responsable, d'ISR comme on dit. Ça, c'est des éléments vraiment importants et tout le monde a son rôle à jouer, quoi. J'essaie de les accompagner et je pense aussi à un de mes partenaires Bagage à Vie, Horizon Bagage à Vie, qui est une PME d'Orléans, du Mans, pardon, et qui effectivement voilà, fait du bagage pour la grande distribution et veut être de plus en plus responsable, donc à sensibiliser ses fournisseurs, ses prestataires pour rentrer dans cette économie circulaire, proposer de plus en plus de réparer les pièces détachées de ses valises, etc. Et donc, voilà, on veut inciter les gens, on veut influencer à travers Use It Again. Et donc là, je vous ai parlé de la route du Rhum beaucoup, qui était clairement un gros objectif
dans le projet, mais derrière, cette année, on a une année 2020 un petit peu chamboulée, comme tout le monde. On ne sait pas très bien ce qu'on va pouvoir faire. Les transats ont été annulés. Je devais faire 2 transats, une en solo, une en équipage, et tout ça, c'est annulé. Des partenaires nous ont fait défaut aussi, hein, parce qu'il faut être réaliste. C'est la difficulté de toute entreprise. Nous, au bout de la chaîne, on est une petite entreprise, hein, nous peinons également aujourd'hui. Donc c'est aussi un appel, hein, si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Mais non, mais au-delà de ça, on ne connaît pas notre programme sportif encore. Euh, mais on va naviguer et porter le message cette année pour préparer 2021. Et 2021, on va s'associer, nous nous associons avec 2 personnes qui sont dans le monde de la finance, justement dans la finance responsable, et on devrait effectivement mettre tout en place un écosystème pour porter, voilà, pour continuer à naviguer, hein, que ce bateau navigue en France et à l'étranger, c'est une chose, une dimension internationale plus élargie, d'une part, et puis on portera des initiatives aussi, des projets qu'on financera en partie par de l'investissement, qu'on aidera aussi par des subventions. Donc voilà, tout ça va se mettre en place, et il y a d'ailleurs des projets qui ont attiré mon attention voilà, dont Respect Océan a parlé, a mentionné. Mais donc, ça va être ça. Ça va être Just Again. Je voudrais que ce bateau, ce trimaran, ce projet, soit aussi le porte-étendard d'initiatives nécessaires pour un avenir bien meilleur. Voilà. Donc, c'est un petit peu c'est la suite qu'on va donner. Donc, il y aura des grands rendez-vous que vous connaissez, comme la Route du Rhum en 2022. Mais avant ça, j'espère faire cette boucle atlantique l'année prochaine. On verra un petit peu comment tout cela s'organise. Mais on sera là pour porter haut le message et les couleurs de l'association Respect Océan, bien sûr. On va mettre ça en place. Voilà un petit peu pour la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long, Aurélie, dans le timing à peu Merci près. beaucoup. On est parfait. On est très bien en timing. Donc, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante, hein. On a déjà des premières questions qui sont arrivées. Donc, malgré la qualité de votre objectif et votre message autour de l'économie circulaire, vous semblez avoir eu du mal à embarquer les entreprises dans votre aventure. Comment expliquez-vous que les entreprises soient encore frileuses avec ce type de projet? Quels sont leurs freins? Comment les avez-vous levés? Et voilà. Alors, d'abord, c'est compliqué. Monter sur ce type de projet, c'est compliqué parce qu'en fait, on a une toute petite structure. Donc, je travaille avec Aurélie. Il y a Léa qui nous accompagne à la communication et sur ces sujets-là depuis longtemps. Clairement, il faut aller chercher du budget, chercher des contacts. Et donc, c'est pas facile. Donc, malgré le message, on va dire, c'est pas évident de trouver des partenaires. Et voilà, même si on a un budget très très raisonnable par rapport aux autres projets, il faut quand même aller chercher quelques centaines de milliers d'euros. Et en face, il y a évidemment pas mal de prestations, mais voilà, de séminaires, de com interne, de navigation, de visibilité, bon, plein de choses qu'on sait bien faire, mais il faut voilà, trouver les partenaires. Il faut trouver les partenaires, c'est aussi arriver au bon moment dans l'entreprise. Il y en a qui auraient aimé nous rejoindre, mais ils avaient des budgets engagés, ils n'en avaient pas assez, etc. Et même si désormais, on fonctionne avec du mécénat, car Visit Again, c'est aussi un fonds de dotation, eh bien, donc le mécénat est qui va à 60%, ça attire plus facilement les entreprises, mais ça reste quand même voilà, une démarche pas simple. Et donc, même il y a ce message d'économie circulaire, eh ben, c'est aussi en fait, c'est aussi un engagement de la part des entreprises. C'est-à-dire que il y en a je donne des exemples, il y en a qui auraient beaucoup aimé entrer dans le projet, qui se sont dit, oui, mais si je rentre à vos côtés dans une liste game, ça veut dire que je dois me transformer. Je dois être, pour tirer le trait, il disait, je dois être clean. En fait, mon message, c'était pas ça. C'est de dire justement, non, vous n'êtes pas obligé, personne n'est parfait dans la vie. Et vous montrez votre engagement. Si vous avez un engagement sincère, même si vous étiez bon, voilà, vous êtes dans une activité qui pollue pas mal, bon, si on prend le pétrole par exemple, aujourd'hui on peut critiquer le pétrole, mais on a tous besoin de pétrole dans la vie de tous les jours. Donc si après j'ai un partenaire dans cette industrie, mais qui monte son engagement, qui le fait, qui démarre, ben moi ça m'intéresse. Et comme je dis souvent, j'aimerais travailler avec les plus gros pollueurs pour les aider à se transformer, en fait pour les inciter, les pousser à se transformer.
C'est ce que je dis souvent, parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas de critiquer, de stigmatiser, mais il s'agit de se transformer. Donc voilà, donc c'est la démarche pour répondre à la question, elle n'est pas simple. Il y en a qui se mettent un peu trop la pression en disant je suis pas assez clean. Et voilà, et puis après, ben, un beau jour, la rencontre se fait. Moi, Remake, ça s'est fait tardivement, mais Remake, je dis c'était parce que malheureusement la boîte a périclité, mais c'était le leader européen de l'iPhone reconditionné. Alors, on était totalement en phase. Ils étaient dans le reconditionnement, etc., bien rentrés dans ces sujets d'économie circulaire, donc ça ne pouvait pas être mieux. Et malheureusement, l'aventure s'est écourtée en 2019, mais sinon, c'était voilà, ils étaient très en phase, mais il fallait aussi que ça arrive à un bon moment pour eux. C'était pas évident. Voilà, donc il y a un ensemble de choses qui fait qu'un ensemble d'éléments, c'est pas simple. D'accord, merci beaucoup. En laissant de côté donc l'aspect financier, quelle a été ta plus grande difficulté pour justement articuler ton projet avec l'économie circulaire? Bah, en fait, on est tous, je dirais, je pourrais résumer ça sur le facteur temps. En fait, le temps, c'est ce qui nous manque et le temps, on en a en ce moment, donc pour beaucoup. Donc, il faut vraiment profiter de cette période-là, même si elle est difficile, mais faut tirer avantage de cette situation difficile. Bon, tout ça pour dire que le temps, en fait, c'est ce qui nous manque. La matière grise, le temps à la réflexion, c'est ce qui nous manque. Et en fait, dans le projet, j'aurais aimé avoir un peu plus de moyens, arriver plus tôt dans le temps, pour se poser les bonnes questions, pour aller chercher aller chercher les solutions. Par contre, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Voilà, est-ce que je suis obligé de changer telle écoute? Alors, quand tu n'as pas le temps, et par sécurité, tu vas dire oui, a priori, elle est quand même ancienne, je ne sais pas comment elle a été stockée, si elle me casse entre les doigts pendant une transat, je suis vraiment mal. Mais en même temps, si j'avais eu du temps, j'aurais pu la faire tester sur un banc de test voilà, chez mon prestataire, etc. Et le faire pour toutes les ficelles, entre guillemets, comme on dit, toutes les cordes, les bouts du bateau. Et donc, et donc voilà, le temps fait qu'on peut trouver des solutions pour éviter d'acheter neuf. Donc, encore une fois, on est beaucoup dans le réemploi aujourd'hui, mais j'aurais pu aussi trouver des solutions, peut-être des solutions de filet pour mon trampoline, là, dont je parlais tout à l'heure, recyclé. J'aurais peut-être pu aller là-dessus. Donc clairement, c'est le temps qui manque. Donc c'est un minimum de moyens pour voilà, avoir notre petite structure qui vit et qui fait avancer et qui recherche ces solutions. Voilà. Donc clairement, c'est le temps. Et après, bah après, il y a eu, voilà, on a parlé de l'aspect financier qui est arrivé très, très tard et voilà, les projets se bouclent toujours un peu comme ça. Souvent, pas beaucoup de marins qui ont la chance d'avoir ces sponsors sur des années, sur pas mal d'années, voire des dizaines d'années pour certains. Mais, euh, mais bon, voilà, on fait avec et ça rend l'aventure encore plus folle. D'accord, donc merci beaucoup. On a un autre participant qui se pose la question du bilan carbone global de l'aventure sur la route du Rhum, afin d'évaluer donc l'impact d'utiliser des parties recyclées du bateau par rapport aux dépendances carbone liées à l'avion, Ouais. au retour du bateau, etc., etc. Voir si tu as entamé des réflexions là-dessus. Alors, le bilan, j'ai pas fait un vrai bilan carbone parce que d'abord, ça se fait pas tout seul pour que ce soit fait sérieusement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ça a été un projet géré avec déjà le fait que j'ai un petit budget, euh, clairement induit une faible dépense énergétique parce que c'est moins de personnes embauchées. On va à l'essentiel, on fait des choix. Donc, on fait des choix techniques. On va au plus pressé, souvent au plus proche. Donc ça, c'est important. J'ai pas fait produire des pièces à l'autre bout de la planète que je me suis fait envoyer, par exemple. Donc clairement, on avait, bah voilà, l'histoire elle est partie d'un bateau sur un quai à Brest. On l'a emmené voilà, à Lorient. Il y a eu le chantier. Je me suis entraîné en Bretagne. J'ai acheté que la grand voile. Là, pour le coup, j'étais la grand voile que vous voyez là. Elle était neuve et j'étais obligé parce que l'ancienne grand voile était trop abîmée. J'aurais clairement pas dépassé OS1. Et ça aurait donc complètement mis en péril le projet. Mais donc c'est la seule voile que j'ai pu que j'ai dû acheter neuve. Mais après, tous les autres ont été c'est du réemploi que j'ai cherché à droite à gauche dans d'autres teams, d'autres projets, d'autres maxi yachts et adapté au bateau. Donc on est quand même sur un bilan
bah, évidemment, il n'est pas négligeable, mais il est bien moindre que les autres écuries. C'est pour ça que quand je parlais de performance tout à l'heure, bah, c'est aussi ce type de performance, c'est se dire qu'on peut faire des beaux projets sans avoir tout neuf tout le temps, quoi. Voilà. Euh, donc du coup, c'est vrai, voilà, ce bilan carbone, clairement, il est faible. Et voilà, c'est un petit projet versus les Sodebo, Banque Populaire et compagnie, qui sont pas du tout sur ces sujets d'environnement. Et nous, on se posait toujours un peu, toujours la question. Donc, petite équipe, petit budget, petit bilan carbone, je pense. Mais ça serait intéressant pour compléter. C'est quelque chose que j'ai en tête hein, et que j'aimerais bien, quand les choses seront plus installées, faire un vrai plan à l'année pour voir effectivement ce que ce type de projet amène, impacte. Voilà. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Donc, on dit qu'il y a de plus en plus de monde en mer. L'avez-vous constaté? Et croisez-vous beaucoup de bateaux? Avez-vous croisé beaucoup de bateaux, cargos, croisières, plaisances lors de votre traversée? Alors ça, c'est amusant. Alors effectivement, oui. Si vous ouvrez une app d'AIS, par exemple, l'AIS, c'est un outil de positionnement voilà, qu'on a tous à bord désormais, tous plaisanciers au large, en tout cas pêcheurs et autres. Donc là, vous verrez beaucoup, beaucoup de monde. Alors, pas en ce moment, hein, pardon, mais en temps normal, vous verrez beaucoup de monde en mer. Et moi, j'ai rencontré quasiment personne. Donc, euh, pour retracer effectivement la course, donc on part de Bretagne Nord. Donc là, on est en meute, hein, en flotte, jusqu'à Ouessant. Puis là, les options se dessinent. Dans la nuit, voilà, dans la nuit, on aperçoit quelques feux de concurrents. Et puis après, en fait, j'ai le très très mauvais temps le lendemain est arrivé. Là, j'ai croisé personne, on voyait rien de toute façon. Donc j'ai eu une avarie qui m'a fait, je me suis pas éternisé dessus tout à l'heure, mais j'ai eu une avarie qui m'a fait m'arrêter à la Corogne, j'ai fait un petit stop de 6 heures. Et après, je suis reparti. Donc là, j'avais toujours vu personne. À la Corogne, j'ai aperçu un bateau. J'ai longé le Portugal. De nuit, j'ai croisé des feux de pêcheurs. Donc là, vous voyez, en descendant comme ça, en allant chercher le sud. Et après, j'ai croisé deux bateaux jusqu'à... non, j'exagère. À peu près quatre bateaux, deux, trois bateaux type cargo au loin. Et un seul bateau, un seul plaisancier qui était au moteur, un gros bateau à moteur voilà, qui traverse les océans. Euh, mais malheureusement, pas grand monde, quoi. Bah, pas malheureusement, à la limite, j'y allais pour être tranquille aussi. Mais par contre, je disais tout à l'heure, voilà, j'ai eu ce, cette rencontre avec cet objet flottant non identifié. Nous, c'est clairement sur une route comme les Antilles, de l'Europe, de la France vers les Antilles, eh bien, c'est une route assez employée. Donc, il y a pas mal de débris sur l'eau. Moi, j'ai eu que ce choc-là, mais d'autres ont eu des chocs plus importants. Et effectivement, non, pas trop de monde rencontré, comme je disais, pas trop. Mais ça se joue à pas grand-chose parce que en fait, la visibilité, elle est rarement très bonne. Donc, quand vous regardez une cartographie, vous voyez du monde dessus, mais en fait, faut imaginer qu'en réel, ce sont des dizaines et des dizaines de milles nautiques qui se séparent les uns des autres. Donc, finalement, il y a peu de chances de rencontrer vraiment beaucoup de gens. Euh, donc, ça, c'est une chose. Après, quand vous naviguez sur des mers plus petites, plus fermées, type Méditerranée, bah, vous rencontrez plus de débris, et plus de monde. Voilà. D'accord. Donc, un participant qui se demande s'il faut changer les règles de la course pour favoriser les coureurs qui misent sur d'autres valeurs, et notamment celle de l'économie circulaire. Ah, alors ça, j'aime bien cette question parce que c'est une question qu'on s'est posée avec Aurélie depuis très longtemps. Parce que, en fait, au début, on se disait, nous qui sommes aussi organisateurs de courses, on se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire voilà, une course des anciens bateaux, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. C'est pas forcément impossible à l'avenir. C'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Mais par contre, peut-être que à l'avenir, les règles vont un peu effectivement évoluer et que sur ces grandes courses au large, on aura des sortes de coefficients, des bonus malus, des ratings, des choses comme ça. Si on n'emploie pas, je sais pas, vous n'avez pas de voile neuve à bord,
vous avez un bonus ou j'en sais rien. On pourrait peut-être trouver des choses. C'est pas facile à mettre en œuvre. C'est clairement, pour vous dire en fait, en allant plus loin dans la réflexion, le bateau qui a gagné, c'est le bateau c'est Francis Joyon, bateau qui s'appelle IDEC. Le bateau, il a été lancé il y a 10 ans à peu près, je pense. C'était Groupama à l'époque. Mais c'est un bateau, donc on peut dire qu'il est ancien, mais c'est un bateau qui a toujours eu donc beaucoup de budget et a toujours été optimisé. Donc en fait, c'est pour ça que le timing, eh bien l'ancienneté fait pas forcément, ne fait pas en sorte que ce soit voilà, un vieux bateau qui est désuet. Si le bateau est toujours optimisé, ben, ça veut dire que voilà, l'amélioration technique sera toujours à bord. Donc, c'est pour ça que cette notion de temps est pas évidente. Moi c'est clairement mon bateau versus les autres, c'est clairement un bateau d'ancienne génération architecturale, technique. Donc ça veut dire que j'ai pas de foil à bord, mon bateau vole pas, etc. Donc je suis vraiment, c'est un bateau archimédien. C'est un vrai bateau, moi le mien. Et donc à l'ancienne, où on se fait bien mouiller et c'est bien désagréable. Mais mais donc ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait pas investir 1 million sur ce bateau, mettre des foils, etc., en se disant, tiens, on va le faire voler, ça va être génial et tout. Je serais toujours en retard par rapport au dernier bateau. Donc ça, c'est une petite parenthèse technique, mais pour montrer un petit peu, voilà, il y a des caps comme ça dans la technique, euh, et, euh, et donc cette notion de, voilà, demander là par dans la question, elle est pas évidente à mettre en place. Peut-être qu'un jour on y arriverait. On pourrait faire ce type de, voilà, des courses qui sont, voilà, peut-être qu'on n'aura que des bateaux dits vintage. Mais alors, quels sont les critères pour avoir ces bateaux-là? Qu'est-ce qui font qu'un bateau est vintage? J'en sais rien. J'en sais rien comme ça, mais c'est un élément qui peut se creuser. Et je pense que peut-être qu'à l'avenir, ça va arriver. Et peut-être qu'effectivement, on arrivera à monter des événements comme ça, des courses comme ça, et que le public se plaira autant à suivre ce type d'événement, ce type de course ben voilà, que les courses où les concurrents font un peu la chasse à la technologie et au budget, quoi. Donc, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais c'est quelque chose, c'est un élément que j'ai en tête en permanence et peut-être que dans quelques années, on s'en reparle et on aura avancé sur le sujet. En tout cas, moi, j'ai bien en tête. Voilà. Merci beaucoup. On a encore pas mal de questions. On arrive au bout du temps imparti. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on dépasse exceptionnellement de quelques minutes si Romain, tu en es d'accord et si tu acceptes de poursuivre un peu. Donc, je vais quand même en poser quelques dernières. Donc, est-ce que tu t'es rapproché d'organismes qui planchent actuellement sur la problématique de la recyclabilité de la flotte de bateaux de plaisance composites qui arrive ou qui va arriver en fin de vie ou d'utilisation afin de collaborer? Alors, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment beaucoup, que je suis. J'échange avec quelques experts sur ces sujets-là, mais je me suis pas rapproché officiellement, on va dire, d'organismes type l'APER, etc., qui dépendent de la Fédération des industries nautiques, pour différentes raisons, et notamment pour histoire de temps. Et puis après, voilà, les gens dans ces associations sont pas toujours aussi, bon, bref, dynamiques qu'on voudrait. Bon, peu importe, le sujet n'est pas là, mais j'ai pas vraiment d'action officielle, mais c'est un sujet dont je débat pas mal avec des techniciens, justement sur le réemploi du carbone, sur le recyclage du carbone, parce qu'on parle de carbone, mais il faut savoir qu'un bateau, c'est effectivement du carbone, mais pour faire tenir ce carbone, il y a de la résine autour. Donc pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec un autre marin d'ailleurs très engagé sur ces sujets, voilà, sur les avancées techniques de la résine, et tout le problème, c'est un peu comme dans le plastique, c'est de séparer les composants, donc séparer la résine de la fibre carbone, parce que le carbone, on sait le recycler comme ça, mais après, effectivement, il est mélangé à cette résine. Et là, la dissociation est compliquée entre les deux. Donc non, je n'ai pas j'ai des rapprochements ici et là par mon réseau. Je prends des informations, mais j'ai pas encore activé quelque chose de poussé sur ce sujet. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse clairement à long terme. Donc si ce participant a une idée derrière la tête, on peut en parler avec plaisir.
Super. Donc une dernière question. Par rapport aux pollutions, aux macro-pollutions flottantes que tu as pu rencontrer lors de ta traversée dans l'océan. Ouais. Alors oui, écoute, pollution que j'ai rencontrée. euh, alors honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup parce que sur cette transat en tout cas, parce que comme je disais, bah, le golfe de Gascogne qui est réputé quand même pas forcément top, notamment par les courants, c'est surtout dans le fond du golfe, malheureusement vers l'Espagne, etc., que se propage beaucoup de pollution. Euh, donc j'en ai pas vu beaucoup parce que j'étais assez au large. J'ai eu donc cette rencontre, comme j'en parlais avec cet OFNI. Et après, on a beaucoup parlé de Sargasse, sujet qui a été évoqué chez vous récemment, avec le projet Sargasse, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais voilà, qui rentre dans l'association Respect Océan. C'est un Et gas donc, project qui sera en présentation dans quelques voilà. Voilà, Sargasse Project, justement. Et donc, on en a beaucoup parlé avant la course parce que les sargasses étaient pullulés sur l'arc antillais, et notamment aux abords de la Guadeloupe. Il faut savoir que les sargasses, c'est pas de la petite algue qu'on trouve voilà, sur le littoral breton ou ailleurs. Hein. C'est des quantités monstrueuses qui vous arrêtent un bateau. Hein. Donc, très clairement, c'est très, très compliqué. Euh, donc, et l'évolution de ces zones de sargasses était très suivie par l'organisation de courses, notamment via des photos satellites et autres. Et donc, les sargasses parlent de ça parce que les sargasses, c'est effectivement une algue qui est née de la pollution en Afrique, hein, si les infos sont exactes. Bon, en tout cas, qui n'est naturellement pas, qui n'a pas à être en si grand nombre. Et donc, tout ça pour dire que c'était un vrai sujet avant de partir et on l'a heureusement évité. C'était un peu plus au sud. Et nous, on arrivait par le nord-est de la Guadeloupe, donc la Sargasse était plutôt vraiment dans l'est, voire sud-est de la Guadeloupe. Donc on a évité, mais c'était un vrai sujet. Et après, non, j'ai vraiment pas rencontré de type de pollution, de macropollution. Aussi parce qu'on n'est pas sur une zone de gire, comme dans le Pacifique, on parle voilà, du continent de plastique, là, etc., etc. Mais nous, on est sur une route effectivement des alizés, où il n'y a pas d'éléments qui stagnent hein, globalement. Après, non, j'ai eu au contraire le plaisir de percevoir une baleine. J'ai eu des calamars qui sont sur mon filet. J'ai eu des poissons volants, beaucoup. Donc tout ça, c'est que des belles choses. Et non, j'ai aperçu un ou deux filets dérivants vraiment proches de la Guadeloupe, proches du littoral. Mais c'était pas grand-chose. Donc, ce que je pourrais dire sur la pollution visible comme ça, c'était plutôt quand je suis allé en Méditerranée l'année dernière. Et je suis allé en septembre dernier pareil, pour une conférence pour la protection de la Méditerranée. Et là, ça a été dramatique. Arrivé à Gibraltar, j'ai tapé deux fois, deux OFNI, ça a relevé mon safran central. Et tout le long de la remontée de la Méditerranée, de Gibraltar à Marseille, ça a été une catastrophe. Et avec voilà, de la vraie grosse pollution. L'impact direct de l'homme, des bidons d'huile, du container, de la boîte qui n'a rien à faire là, des déchets plastiques. Ouais, c'était violent, quoi. Donc, mais la mer Méditerranée est en très, très, très mauvais état, très mauvaise posture. C'est un drame environnemental qui est en train de s'y passer. On dit qu'elle est plus polluée que le continent voilà, en plastique de le gire dans le Pacifique. Et voilà, il y a d'autres éléments décrits, donc analysés pas par moi, hein, moi je n'analyse rien du tout, je constate, mais par des gens comme Para Expédition et autres, qui ont fait des analyses poussées, qui disent qu'effectivement sur les côtes, notamment en Corse, devant Marseille, c'est absolument un drame, et que la faune est en très mauvais état, très mauvaise posture. Voilà ce que je peux dire sur mes observations. Est-ce que tu as un rapide mot de conclusion avant qu'on arrête ce webinaire? Alors, moi, je pourrais effectivement, comme je disais, j'ai vraiment envie que ce projet soit le plus participatif possible. Donc, ceux que Use It Again interpelle, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc ça, c'est une chose parce qu'on n'a pas que des grandes entreprises hein, qui rentrent dans le projet, il ne faut pas croire.
Donc, il y a de toute taille. Donc ça, c'est une chose, puisque l'économie circulaire doit être vraiment participative. C'est une économie où on va trouver des solutions par la technique, mais on doit coopérer les uns les autres. Donc ça, c'est un message effectivement collaboratif, collectif. N'hésitez pas à relayer aussi le message de ce projet original. On est voilà sur les réseaux Insta, Facebook, la page LinkedIn et autres. Donc ça sera avec plaisir. Hein, suivez-nous et partagez. Ça c'est une autre chose. Et puis après, bah, avec l'association, je sais qu'il y a pas mal de membres de l'association Respect Océan. Donc bah voilà, ça va être c'est la première année où je me porte comme ambassadeur, on va dire, et j'en suis ravi. Et j'espère on va vous donner rendez-vous, j'espère à Bordeaux pour un événement fin octobre, où je devrais être là avec le bateau. On va voir ce qui se passe et puis on va mettre des choses en place avec Aurélie et je vous donnerai rendez-vous si vous avez l'occasion de passer vers la Trinité, le port d'attache du bateau, et bien voilà, vous faire visiter le bateau de temps en temps, des choses comme ça. En tout cas, effectivement, aider à faire fonctionner l'association, la dynamique de l'association, pour que le message du respect de l'océan eh ben, soit le mieux porté possible. Donc, je vous remercie de votre confiance. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et puis avec plaisir pour débattre et échanger sur tous ces sujets d'économie circulaire.